Nous arrivons au terme de notre lecture d'extrait du livre Claque de fin. Le dernier titre intitulé Tué par gifle, vous voulez rire, aborde la violence dans un contexte politique où le maire Théodule Pulcino agresse un élu âgé, Jean, qui décède peu après. La narratrice, veuve de Jean, questionne la manière dont la justice traite cette affaire. Son analyse redoutable du fonctionnement de la justice pointe l'inlassable lutte à mener pour établir la vérité. De chapitre en chapitre, la narratrice, indignée par l'arrogance des mensonges du maire, livre le journal de ses combats. La vérité ne joue pas au dé, Clame l'auteur qui évoque les conséquences médicales de la gifle reçue par son mari, suggérant que cela a pu précipiter sa mort et dénonçant les manques de la réponse judiciaire. Dans notre société, il est malheureusement banal qu'un homme en agresse un autre, l'empoigne, déchire son vêtement, le gifle. Par contre, que l'agresseur soit un maire et que la victime soit un élu âgé, voilà qui suscite à minima une réprobation morale. Réclamer justice reste cependant une gageure lorsqu'il s'agit de demander non pas un simple procès de fait divers pour une gifle, mais un procès pour violence répétée dont un coup au visage pour et comme point culminant. La démocratie désacralise le pouvoir, certes, mais faut-il admettre qu'elle violente ? À l'aube de la vieillesse, me voici donc en quête de justice, tenu de reprendre mon bâton de flic pèlerin. Depuis 4 ans, voilà notre théâtre. Voilà les scènes où les personnages que nous sommes s'exercent pour les uns à la recherche de la vérité, pour les autres au camouflage de la vérité. Première scène du premier acte, mon audition. La scène théâtrale de la première audition entre la juge et la veuve met en lumière les violences répétées et le harcèlement moral dont son mari a été victime avant le coup final. La veuve, outrepassant les conseils préalables de son avocat. J'ai plusieurs remarques concernant l'enquête de gendarmerie menée en 2016. J'ai alors constaté qu'outre le certificat d'ITT de 15 jours, un certain nombre de pièces remises aux enquêteurs par mon mari ne figuraient pas au dossier transmis par le parquet. Je vous en ai apporté une copie que je vous remets. La juge prend les documents et invite à poursuivre. Ces pièces attestent des propos discriminatoires du maire sur le handicap de surdité et l'âge de mon mari et de l'ironie de ses adjointes sur sa pathologie cardiaque lors de séances du conseil municipal. Elles attestent également de la violence et des menaces de commentaires laissés à l'encontre de mon mari sur le blog du maire et sa page Facebook. Je vous remets également une ordonnance de la Chambre de l'instruction de Montpellier établissant l'existence de propos tenus par le maire attentatoires à l'honneur et à la considération de mon mari, ainsi que le jugement de la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris établissant la bonne foi de mon mari. La juge l'interrompt. Je ne suis pas saisie d'une plainte pour injure publique. La veuve réplique vivement. Mais cette violence n'est pas venue comme ça. Elle lève les bras au ciel avec un claquement de doigts. Cette scène précède L'étouffoir. Ce chapitre révèle que malgré des faits établis, la vérité est étouffée par une oligarchie locale. Au début du second acte, tout semble pourtant bien commencer. Après mon audition, la juge d'instruction en charge du dossier délivre une commission rogatoire pour une reprise intégrale de l'enquête. À la fin de 2019, ce ne sont plus quelques témoins choisis par le maire qui sont auditionnés, mais bien toutes les personnes, élus et fonctionnaires, susceptibles d'aider à la recherche de la vérité. Cette fois, les auditions sont faites sérieusement. Chaque personne entendue est invitée à dire précisément, plan de la salle du conseil à l'appui, où elle se tenait au moment des faits, ce qu'elle a vu ou entendu, ce qui lui a été rapporté par le maire lui-même, si une réunion entre élus s'est tenue sur ces faits, bref, autant de questionnements propres à trier le vrai du faux. Premier coup de théâtre, les témoignages recueillis, cette fois sous serment, contredisent tous la version de Théodule Pulcino. Parmi les personnes auditionnées en 2019, se trouvent 8 témoins qui avaient été entendus à la demande du maire au lendemain des faits, à l'exception d'un seul, convoqué à l'époque par la gendarmerie. Ces derniers avaient alors relayé son récit. Ces 8 témoignages s'effondrent 3 ans plus tard. Plus aucun témoin n'a vu de gifle portée par Jean. À l'inverse, tous s'accordent désormais sur l'unicité du coup, et la seule gifle que les témoins confirment est celle donnée par le maire. Les données de l'enquête sont à mes yeux d'ancienne enquêtrice suffisamment étayées pour établir une vérité judiciaire. La culture policière privilégie une vérité fondée sur les faits et leur mobile, ancrée dans le contexte conflictuel opposant les deux hommes. J'attends donc du juge qu'il se prononce explicitement sur son registre de la vérité en droit et qualifie cette violence du maire en considérant les circonstances de représailles à l'égard de Jean en raison de ses actions en justice, de sa vulnérabilité à raison de son âge et de son état de santé, des manœuvres du maire pour dissimuler la responsabilité de son acte. Bien que des vérités soient rétablies, la gravité des faits et de leurs conséquences est clairement minimisée. L'auteur relate les nombreux obstacles dans la procédure judiciaire qui conduisent à réduire la réalité de l'impact des violences sur la santé de Jean et de ce fait sur la responsabilité pénale du maire. D'objection en rejet, me voici confronté à une réalité judiciaire qui élabore une sorte de double vérité.
L'une qui permet de justifier un procès difficilement contournable, l'autre qui permet d'en restreindre la portée, car de droit, l'absence d'ITT ne permet de ne retenir qu'une seule circonstance aggravante. Dans notre cas, la seule évidence, difficile à nier, est la qualité de mère de l'auteur des violences. Existe donc la vulnérabilité et dans la foulée existe les représailles exercées à l'encontre du plaignant victime. Théo Del Puccino est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence sans ITT commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà comment la recherche de vérité, mission première de la justice, faut-il le rappeler, se réduit comme peau de chagrin au fil des actes d'instruction. Quand bien même la justice fait verser des larmes, notre peau de chagrin a le cuir dur. Sous le bandeau de Thémis. Dans ce chapitre, la quête de vérité devient un véritable parcours labyrinthique semé d'embûches, où la justice échoue à reconnaître la réalité des faits. Nous le savons tous, la justice ploie sous le fardeau de ses missions et une insuffisance chronique de moyens. Mais à mon sens, ce constat ne saurait ici expliquer sa défaillance, car, de mon point de vue de policier, l'enquête ne présente pas de difficultés d'investigation et les faits perpétrés il y a 7 ans ont pu être établis sans nécessité de moyens importants. Pourtant, les chefs d'accusation retenus contre Théo Del Puccino sont en discordance avec la réalité des violences commises. Je découvre à la lecture de l'ordonnance de clôture de l'instruction que le juge ne s'est pas contenté d'écarter mes observations. Le narratif de l'ordonnance bâtit, page après page, une vérité partielle de nature à bénéficier à l'accusé. 2 exemples, parmi d'autres, illustrent cette grille d'écriture qui vise à déresponsabiliser le maire. D'abord, pour réduire la gravité d'intention de l'acte, le mobile des violences est purement et simplement écarté. Ensuite, pour déformer la réalité de la commission de l'acte, le témoignage principal est purement et simplement modifié. À peine croyable, l'ordonnance reprend l'accusation faite à l'encontre de Jean qu'elle pioche dans l'audition spontanée de 2016 du témoin principal et la rajoute à la nouvelle déclaration de ce même témoin réentendu en 2019, mais sous serment cette fois. La vérité judiciaire écarte donc l'ITT. Le très lourd contexte se montre oublieuse des conclusions de témoignages recueillies dans le cadre de la nouvelle enquête ouverte en 2019, minimise les conséquences médicales des violences et omet pleinement la circonstance de représailles. Une recherche de vérité entachée en outre par le non-respect des droits et observation de la partie civile, irions-nous vers une parodie de justice ? Le maire peut être soulagé de ne se voir reprocher que des violences sans mobile et sans conséquence. D'ailleurs, il a abandonné sa posture première d'indigné en se désignant lui-même de son propre appel de l'ordonnance de renvoi. La balance de la justice a bien penché en faveur de la logique sociologique, une vérité à minima des violences du maire justifiée par la sauvegarde de l'image institutionnelle. Puis-je accepter cette pseudo-vérité comme base de décision recevable au procès à venir ? Bien entendu, la réponse est non. La conclusion de Claque de fin va à l'éléphant renversé. En utilisant la fable indienne de l'éléphant comme métaphore, l'auteur souligne la complexité de la réalité et de nos déterminismes. Son inlassable combat contre l'injustice s'achève par l'espérance que porte l'écriture. Les temps devront changer. Si je n'attends rien des coupables et complices d'aujourd'hui, ni regrets, ni remords, si je doute de la vérité judiciaire, je sais que mes écrits resteront. Ils continueront à stigmatiser des actes, des lâchetés, des complaisances, jusqu'à devenir, pourquoi pas, des cas d'école un jour.